Si tu es un setter, closer ou peut-être même un head of sales, je t'invite à faire ce petit calcul avec moi. Alors, 3000 fois 12, ce qui nous donne 36 000 euros. C'est le montant des offres que mes élèves, en tant qu'head of sales, collectent chez leurs infopreneurs en l'espace de 1 an. Parce qu'ils pitchent pas comme des gros opérateurs ou des scale partners, des pourcentages, mais ils pitchent un fixe plus une commission. Et rien que le fixe, en récurrent, ça fait 36 000 euros par an. Une offre à 36K. Simplement parce qu'ils ont maîtrisé le skills de comment sourcer un infopreneur, comment le closer, comment lui délivrer des résultats incroyables. Et les infopreneurs restent 3 mois, 6 mois, 1 an avec eux pour scaler leur business à plus de 100 000 euros par mois. Et dans cette vidéo, tu vas voir de manière exclusive comment je coach mes head of sales en coaching de groupe pour qu'ils aient le mindset, le skill set et le tool set pour être en capacité de closer des infopreneurs à 3 000 euros par mois plus un pourcentage du business. Sois ultra attentif parce qu'à la fin, on va faire des questions-réponses. Et c'est potentiellement des questions que tu te poses aujourd'hui. Comment on fait pour signer un infopreneur? Comment on fait pour garder le mindset même si on n'a pas beaucoup d'opportunités head of sales? Comment on fait pour facturer des upfront sans trembler? Toutes ces questions, j'y réponds à la fin et bien d'autres. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin, récolte les réponses à ces questions et prends-les comme si c'était pour toi. Mets-les en application et tu vas voir les résultats sur le terrain. Je te laisse regarder cette vidéo, sois véritablement attentif, elle est faite spécialement pour toi. Je récapitule un peu rapidement. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va répondre aux 3 grandes questions qui ont été demandées dans le groupe. La première, c'est comment auditer un business. La deuxième, c'était comment implémenter chez les infopreneurs. Et la troisième, c'était comment closer un infopreneur. Donc, on va travailler sur les 3 verticales. Déjà, ça, c'est un doc qui est très simple, mais qui est exhaustif sur les besoins dont vous avez pour pouvoir auditer un business. On va auditer sur plusieurs verticales. La première verticale qu'on va auditer, c'est la situation factuelle de la personne. Donc, les infos sur le business, sa niche, sa cible. Ensuite, son offre, son pricing, les canaux d'acquisition qu'il utilise aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il utilise les ads? Est-ce qu'il utilise tout simplement le contenu organique plus les ads? Est-ce qu'il utilise quelle stratégie il utilise aujourd'hui? Les étapes du tunnel de vente. Donc, est-ce qu'on est sur un tunnel de vente profile funnel? Est-ce qu'on a un tunnel de vente challenge? Est-ce qu'on est sur un tunnel webinaire? Tout ça, ça va nous permettre de comprendre son business. Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à nous partager qu'on n'a pas encore? Ça, c'est, on va dire, les 10 à 15 premières minutes du call avec l'infopreneur pour faire état des lieux de son business. Qui veut le faire avec moi? Vas-y. Vas-y, let's go. Du coup, Curtis, tu arrives à générer combien de leads par mois en ce moment? 380. 380. Right. Et ça, c'est sur le mois dernier ou sur les 3 derniers mois? C'est- Ça, c'est sur le mois dernier. En moyenne, on est à peu près à 500 leads par mois. 500 leads par mois. Ok, il y a une petite baisse le mois dernier, du coup? Ouais, bah, forcément, c'est la période. C'est avril-mai en général, souvent. Enfin, il y a une petite baisse, mais ça, c'est annuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise. Ok, une petite baisse. Ok, alors 380 leads, en moyenne 500, mais une petite baisse. Ok, et du coup, en termes de rendez-vous bookés, tu as réussi à booker combien de rendez-vous sur ces 380 leads? Je te dirais un peu moins d'une cinquantaine, peut-être 40, 45. Ouais, 45. Et en moyenne, tu vois, là, si on prend les 3 derniers mois, on va se dire, ok, 500, 500 fois 2, 1000 plus 380. Ok, en moyenne, tu as à peu près 460 litres par mois. Et en moyenne, tu vas booker, si tu pouvais me dire un pourcentage de ces personnes que tu arrives à booker en moyenne. Je te dirais, on est sur 9-10%. Ok, 10% peut-être. ok. 0,1. Ça nous fait 46 personnes en moyenne. C'est ça, en moyenne, tu as 46 rendez-vous par mois. C'est ça. Ok, excellent. Du coup, en termes de nombre de show-up, combien de ces rendez-vous arrivent à se présenter en appel? Là, je sais, c'est pas ouf. Je dirais la moitié viennent en appel. La moitié. Ça fait 20, entre 20 et 23. Ok, donc on perd 50% des prospects à l'étape du show-up, c'est ça? C'est ça. Ok. 23. Rendez-vous show-up. Ok. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on perd 50% des rendez-vous? Parce que j'attire des mauvaises personnes ou les personnes ne sont pas suffisamment engagées dans la démarche pour finalement aller jusqu'au rendez-vous. Ça, je ne sais pas comment le quantifier. Ok.
Attire des mauvaises personnes. Tu dirais que sur 46 personnes, il y en a combien qui sont des mauvaises personnes, comme tu le dis? Bah déjà, toutes celles qui viennent pas, forcément. C'est important pour elle, du coup, elle viendrait. Mhm. Euh, donc, du coup, je te dirais la moitié. Plus forcément, on a des personnes qui viennent, qui sont pas motivées, mais il y a intérêt par rapport à ça. Plus ils sont motivés, plus ils sont brocs, j'ai l'impression. Donc, Mhm. je te dirais, il y en a encore une dizaine qui sont pas qualifiés réellement. Ouais, ça revient souvent, les bros qui sont les plus motivés en général. Ouais. Euh, la question que je me pose, c'est quand tu dis mauvaise personne, ça veut dire quoi exactement pour toi? Ils sont pas dans le bon état d'esprit. Ils sont pas venus là pour acheter. C'est soit des curieux, soit des personnes qui ont pas l'argent finalement, soit qui correspondent pas à la cible. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que ton marketing aujourd'hui attire des personnes comme ça? Bah, je vais pas dire ouvertement parce que du coup, on fait que de l'organique. Je vais pas dire ouvertement sur les réseaux, bah, venez uniquement si vous avez de l'argent, tu vois. Il y a peut-être deux, trois contenus où je parle d'appels gratuits. Peut-être que ça peut être ça. Maintenant, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres manières d'attirer des prospects qualifiés que de qualifier en disant venez si vous avez de l'argent? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres manières de faire? Peut-être si bien un type de personne plus élevé. Ok, et du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu attires un type de personne moins élevé, justement? Parce qu'on sait pas enfin, je me suis pas réellement posé sur des personnes que j'attire. C'est à la base, j'avais une grosse communauté. Mhm. Et du coup, j'ai essayé de monétiser comme je le pouvais. Ok. Donc voilà. Parce que tu m'as partagé qu'il y a quand même 50% des gens qui sont de mauvais profils, et ça, c'est tous les mois. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas réellement penché sur le type de profil que tu as tiré? Bah, c'est parce que du coup, avec les 50% autres, on arrive quand même à faire du chiffre. Ah, ok, Donc, intéressant. c'est pas réellement une problématique. Ça tourne plutôt bien en réalité. Mhm. Effectivement, on a une petite déperdition par rapport à ça. Ok, nice. Bah, du coup, on va regarder les chiffres pour mieux comprendre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai obtenu déjà, j'ai commencé à planter des graines dans son esprit. Et étant donné qu'il montre de la résistance, j'ai pas encore toutes les datas. Je vais récupérer les datas et je vais le challenger encore un peu plus tard. Ok, good. Du coup, tu vois, quand tu as ces 50% de personnes qui viennent en appel, donc 23 personnes qui viennent en moyenne, Mhm. euh, à combien de personnes tu présentes l'offre? On présente à tout le monde. S'il est venu sur l'appel, c'est que c'est potentiellement un acheteur, donc on présente à tout le monde. Ok, et quand tu dis potentiellement un acheteur, c'est quoi tes critères de qualification aujourd'hui? C'est-à-dire, Aujourd'hui, à partir de quand est-ce que tu considères qu'un prospect est qualifié, que tu peux l'aider et qu'il a les finances pour pouvoir démarrer avec toi? bah, c'est comme tu as dit, hein, si à partir du moment où il est sur l'appel et qu'il a les finances, pour moi, il est qualifié. Ok. Et du coup, c'est quoi les critères de qualification que tu as mis en place? La présence et la partie financière. Ok. Qui sont les personnes qui ont l'habitude de payer en général? C'est quoi leur profil financier? C'est des personnes qui sont plutôt, bah, forcément pas au chômage, pas au RSA. En général, c'est des salariés cadres, cadres sup. Et Ok. c'est plus ce genre de type-là qui paye sans rechiner, on va dire. Donc ça passe pas sur un paiement plusieurs fois, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'objections, qui sont vraiment engagés dans la démarche. Ok. Salarié, cadre. Et du coup, les autres profils, ceux que tu appelles mauvais profils, du coup, c'est des personnes qui sont au RSA ou au chômage, c'est ça? Ouais, plus. Ok, très bien. Euh, Ensuite, je me demande, du coup, sur ces nombres de personnes que tu arrives à pitcher, combien tu arrives à closer? Sur les 23 personnes, je dirais qu'on en close 8 ou 9. 8 ou 9? Ouais. Ok. On close 8 ou 9. Ok. Tu peux me rappeler ton offre, elle est à combien? 4005. 4 500 euros. Ok. Et sur le mois dernier, par exemple, t'en as closé combien sur ce que tu as réussi à avoir Le mois dernier, on en a closé 12. ok. 12 sur combien? Bon. 12 sur combien? Sur combien d'appels? Mhm. On devait être à 27 appels. Ok. Ok, ok. Du coup, en termes d'offres, tu as 4 500. En général, au niveau du cash collecté, par exemple, si on prend le mois dernier, tu étais à combien en cash collecté? J'ai des paiements plusieurs fois, mais ça ne s'étend pas non plus sur 10 mois. Le maximum, c'est en 4 fois. Euh, je vais sortir ma calculatrice pour donner quelque chose de cohérent. Ouais, prends ton temps, on est là pour ça, y a pas de souci. 12 fois 4005, ça fait 54 000 en contracté. Il te reste 31 000 en collecté. Ok, ça, c'est ce que tu as collecté ou c'est ce que tu penses avoir collecté?
Du coup, 12, enfin, le mois dernier, 12 fois 4500, ça fait du coup 54 000 contractés. Mhm. Je pense qu'on a dû collecter entre 30 et 32 000 collectés. Ok, ça, c'est ce qui est arrivé sur le compte en banque. Exactement. Ok. Et tu penses, t'as pas les chiffres avec toi? Tu peux regarder si tu veux. C'est vraiment pour comprendre, tu vois, au niveau de la précision, toi, aujourd'hui, comment tu fais pour traquer justement ces données? Bah, du coup, j'ai les chiffres. Je regarde un peu les chiffres. J'ai un tableau Excel sur lequel je mets tous les chiffres. Je D'accord, peux ok. traquer la main. Et du Ok. coup, là, ouais, pour répondre à ta question, du coup, j'étais à 29 000. C'était à 29 000. Ok. 29 000 de comptes collectés. 29 000 de collectés sur 54 de contractés. Ok. Donc là, je vais rentrer normalement en direct, je rentre les datas dans l'Exodus. Donc je vais aller dessus. Hop là. Donc, il a dit qu'il a généré. Donc tu partages vraiment ton écran en call avec l'infopreneur, tu partages ton écran aussi. Voilà, sans problème. 46 rendez-vous. 46 rendez-vous. 20. Show up. Pitch. Close 12. Cash collecté, 29 000. Cash contracté, 54 000. Ok, et du coup, aujourd'hui, toi, tu fais 100% de l'organique ou tu mets des ads? 100% d'organique. 100% d'organique. Très bien. Et combien de closers dans la team? Il y a deux closers. Deux closers. Ils bossent du lundi au lundi, lundi au samedi. J'en ai un qui est à mi-temps et j'en ai un qui bosse full-time. Ils te donnent combien d'heures par jour, les deux, en général? Il y en a un qui fait du 8h-19h, donc 11h, et l'autre, il fait jusqu'à midi. Il travaille 4 heures. Donc ça fait 15 heures à peu près par jour. 15 heures par jour. Ok. Il Ils travaille du donnent lundi au vendredi. lundi au vendredi. Ok. 3, 4. Ok, donc ça te fait 300 heures de disponible pour prendre des calls. Audit. Bon, ce que je vois. Alors, ici, ce que je vois en termes de data, c'est que on a un taux de booking, donc les nombres de personnes que tu arrives à envoyer en appel, qui est à 12%. On a un taux de show-up de 43%, taux de closing à 60%. C'est une bonne pratique. Et 53% de cash collecté. Ici, au niveau de la problématique numéro un qui fait que, en termes de revenus, tu n'es pas encore à l'objectif que tu vises, c'est au niveau du taux de booking qui est faible. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que le taux de booking aujourd'hui est à 12%? Je pense que c'est parce que je fais de l'organique. Je sais pas exactement le taux de booking. Pour toi, ce serait quoi un taux de booking intéressant? Ce serait à combien? Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, tu vois, tu génères 380 leads. Idéalement, tu voudrais, surtout en organique, avoir un taux de booking qui dépasse les 15%. Tu vois, parce que, en fait, il y a vraiment deux data ici qui m'intéressent. C'est le taux de booking et le taux de show-up. C'est qu'aujourd'hui, tu as 380 personnes qui obtiennent dans ton tunnel. Il y en a 46 qui prennent un rendez-vous. Et sur les 46, il y en a 23 qui viennent en appel réellement. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui fait qu'il y a des trous justement avant l'appel de closing. En gros, toi, est-ce que tu as réussi à identifier quelque chose? Non, j'ai pas réussi à mettre le doigt sur ça et c'est justement pour ça que j'ai besoin d'aide là-dessus. Ok, parce qu'en soi, comme on en parlait, potentiellement, tu peux avoir un closer, vous avez un taux de closing qui est assez bien. Tu vois, tu peux avoir un closer de plus dans l'équipe. Et de l'autre côté, en termes de déperdition pure, sur l'aspect booking et show-up, si par exemple, là, on prenait ne serait-ce que un taux de show-up qui est décent et on montait le show-up, un taux de show-up à 70%, donc taux décent, on aurait un impact de 80, de 18K en plus dans le business. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi encore à mettre le doigt justement sur les problématiques qui empêchent d'avoir du show-up? Bah, ça, en réalité, il faudrait voir plus avec les closers parce que j'ai vraiment délégué cette partie-là. Mais honnêtement, je ne saurais pas te dire. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour leur déléguer et qu'ils fassent le travail correctement? J'ai rien mis en place. Comme je t'ai dit, en général, le business il tourne bien. Ça me permet de faire entre 30 et 50 000 euros par mois. Donc, je ne suis pas à plaindre, tu vois. Donc, Mhm. là, on est sur de l'optimisation. Je ne suis pas forcément creusé comme on l'a fait là. Euh, Effectivement, ouais, c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder. Mhm. 100%. Après, dans l'idée,
Toi, aujourd'hui, c'est quoi les objectifs que tu vises réellement? D'aller chercher, surtout stabiliser, parce que des fois on est à 20, des fois on est à 30, des fois on est à 50. Et en fait, c'est 20 000 euros d'écart, tu vois, ça fait quand même pas mal d'argent en plus. Après, forcément, si je peux faire plus de cash, moi, je vais pas cracher dessus. Ok. Donc voilà, là, les objectifs seraient plus à stabiliser et d'aller chercher plus. Stabilisé à combien du coup? Si on peut stabiliser à 50, 70 cas, ce serait déjà bien. Ok, stabilisé à 50, 70K. Ok, donc plus 50 ou plus 70, comment tu vois les choses, toi? Forcément, plus 70. Ok. Et du coup, aujourd'hui, donc, on est sur du 29K. Quand on enlève les setter closers, ça ressemble à quoi ce qui reste? Les CDR ils prennent 5%, les clés ils prennent 10. Donc je te dirais, t'enlèves 4 millions. Hmm. Parce que en soi, 25. bah, rester à la fin du mois avec 25K dans la poche, tu pourrais rester comme ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu veux aller chercher 70K? C'est que forcément, quand on est entrepreneur, on veut toujours plus. Tu vois. Si aujourd'hui j'ai la possibilité d'aller chercher les 70, pourquoi est-ce que je vais m'en priver? Ok. Et du coup, quand tu me dis justement que bah, tu aimerais aller chercher les 70, aujourd'hui, avec les 25K, qu'est-ce que tu ne peux pas faire que tu aimerais faire? J'ai pas spécialement de contraintes à proprement parler, que ce soit sur le perso ou quoi. Peut-être que si j'avais plus d'argent, j'investirais plus aussi, peut-être dans les ads, Mhm. permettre d'en faire encore plus, tu vois. Ok. Maintenant, j'ai pas de contraintes particulières, c'est pas parce que j'ai eu 25K que je m'empêche de faire des choses en particulier, tu vois. 100%. Et c'est exactement pour ça que je me dis que, bah, en soi, tu pourrais rester à 25K. Parce que, comme tu me le dis, le business, il tourne avec des taux qui sont plutôt corrects au niveau du closing. Au niveau du cash collecté, les personnes, ils payent majoritairement une fois ou en deux fois. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ressens avoir le besoin de faire différemment? C'est pas réellement un besoin, c'est que je sens qu'il y a du potentiel et donc du coup, j'ai pas envie de cracher dessus, tu vois. Je pourrais rester du coup à 29 000 euros, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais que je peux aller chercher plus, donc autant me donner les moyens pour aller chercher plus. Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que tu sais que tu as le potentiel? Et je me suis jamais réellement posé sur les chiffres, à proprement parler, tu vois. Là, c'est la première fois que je vois les chiffres comme ça, 12% de taux de booking, 43% de taux de show-up. C'est la première fois que je vois les chiffres comme ça, donc effectivement, là, je me dis, ouais, il faut faire quelque chose quand même. Parce que, comme tu l'as dit, hein, il laisse 18 000 euros là du fait de ne pas avoir un taux de booking qui est décent, un taux de show qui est décent. Hmm. Et toi, quand tu vois les chiffres comme ça, justement, qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire, bah, comment tu vois les choses par rapport à ton business quand tu vois ces chiffres-là? Ouais, c'est sûr que ça fait un déclic, tu vois. Un déclic. Je me dis, ah, effectivement, j'ai laissé traîner ça depuis un certain temps. Donc, au bout d'un moment, il faudrait que je m'y penche, parce que c'est qu'on parle quand même de 20 000 euros juste sur la partie show. Ok. Mais qu'est-ce qui, toi, t'avait poussé initialement à justement déléguer et à pas forcément mettre le nez dans tout ça? Comme je te dis, c'est que pour moi, ça roulait bien. Je faisais entre 30 et 50 000 euros par mois. Je me posais pas spécialement de questions. Tu vois, j'étais dans ma zone de confort. Et qu'est-ce qui a Là, changé? aujourd'hui, je me dis, je sais que je peux faire plus, donc pourquoi s'en priver? Ok. Et c'est quoi en gros, tu dirais, c'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit, là, il faut que je regarde pour faire plus potentiellement? Bah, justement, déjà avant cet appel, je n'en avais pas forcément conscience. J'avais délégué toute la partie closing. Donc, je dirais, le déclic, là, c'est de voir les chiffres, surtout sur le tableau, voir que c'est rouge, voir 43%. Parce que justement, ces datas, c'est pas des choses que j'ai traquées et sur lesquelles je me suis attardé plus que ça, au final. Hmm. Et selon toi, tu vois, sur allez, ne serait-ce qu'il y a 3 mois, si tu avais mis des choses en place pour faire en sorte que les datas puissent remonter au vert, tu penses que tu serais allé chercher combien en plus? Là, 50 000 euros, du coup. Si là, juste avec le taux de show-up, du coup, j'ai 20 000 euros que je rattrape. Sur 3 mois, ça fait 60 000 euros. Le premier mois, je pense pas que ça aurait été directement significatif. Donc, ouais, 50 000 euros, peut-être. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu vois que, bah, à cause du fait que c'était pas forcément, en gros, le business tournait, t'as pas vraiment voulu mettre le nez dedans, t'as délégué, euh, bah, tu vois que tu as perdu 50 000 euros sur la table sur les 3 derniers mois. Après, encore une fois, je suis pas réputé sur mon sort, c'est pas mon caractère. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça, donc il faut y remédier, c'est pour ça que je suis là. Ok, excellent. Bah, en soi, qu'est-ce qui t'a empêché justement de mettre des choses en place? Parce que malgré le fait que aujourd'hui tu as eu un déclic avec les chiffres,
Néanmoins, tu savais quand même que tous les prospects ne venaient pas en call, que bah, tu générais beaucoup plus de leads que de rendez-vous et que derrière, les gens ne payaient pas en une fois, mais ils payaient plutôt en deux fois. Du coup, qu'est-ce qui t'a empêché justement de tirer la sonnette et mettre les choses en place? Je te dirais rien m'a empêché. Je vais pas te dire c'est la faute de X ou de Y. C'est que j'étais dans une zone de confort, je ne me prenais pas la tête, je faisais mon argent et puis j'étais OK avec ça. En même temps, une fois que je vois les chiffres, je me dis, ouais, effectivement, il y a un manque à gagner. 50 000 euros là sur 3 mois, c'est pas rien. Ok, ouais. Et du coup, tu veux dire quoi par zone de confort? C'est le fait de se laisser driver. De dire que mon business il tourne, je gagne de l'argent et que je suis OK avec ça. Ok. Et l'idée, c'est que, tu vois, si par exemple sur les 3 derniers mois, tu étais OK avec cette situation, je me demande vraiment qu'est-ce qui fait que maintenant ça change et que tu n'es plus OK. Parce qu'en soi, tu pourrais continuer comme ça et Bah, continuer à gagner 25K. c'est c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'avais pas conscience de perdre autant du fait de pas forcément traquer ces datas et que là aujourd'hui les voir finalement et de savoir que littéralement je laisse 20 000 euros sur le table tous les mois, bah ouais, ça me fait chier. Et je me dis finalement, si aujourd'hui il y a un moyen pour moi de me permettre de les récupérer, bah autant les mettre en place pour me permettre de récupérer cet argent-là, quoi. Ok. Je comprends tout à fait. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt justement à faire en sorte de t'entourer pour récupérer ce cash-là? Ou est-ce que tu serais OK de continuer comme ça, bah, potentiellement pendant quelques mois? La question, c'est est-ce que je suis OK pour payer quelqu'un pour pouvoir augmenter le cash que je peux faire? La question, c'est est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire en sorte de structurer les choses et à t'y impliquer? Parce que la problématique jusqu'aujourd'hui, c'était le fait que tout tournait et que tu étais dans ta zone de confort et que tu t'impliquais pas réellement. Mhm. Du coup, la question, c'est est-ce que tu es prêt à t'impliquer aujourd'hui pour ton business et faire en sorte d'aller scaler réellement? Ça me permet d'aller chercher 20, 50 ou plus. Effectivement, ouais. OK? Nice. Ma discovery, elle est terminée. Du coup, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez appris? Bah, en soi, tu appuies sur la data et tu viens utiliser les bons leviers, tu viens le responsabiliser en fait. Exactement comme on fait dans l'appel de closing classique. Exactement. Et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer, c'est qu'un infopreneur, c'est pas plus qu'un être humain. Et on a encore plus de leviers parce qu'on a la data avec nous pour nous baquer. Et en fait, à partir du moment où il a réalisé le fait qu'il était dans sa zone de confort, qu'il avait pas nécessairement envie d'en sortir, etc., et que c'était vraiment de la procrastination, et on peut aller une couche encore plus bas dans le sens de mais justement, en gros, aujourd'hui, au niveau de cette procrastination-là, là, tu viens d'avoir le déclic. Euh, bah, en soi, la problématique jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. C'était la procrastination, c'était ta zone de confort et tout, qui est restée pendant plusieurs mois. Donc, ce déclic-là, est-ce que c'est vraiment ça qui va te permettre de sortir de ta zone de confort? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Bah, potentiellement, je sais pas moi, une petite peur ou quelque chose qui t'a empêché d'aller voir quelqu'un bah, qui pouvait réellement t'aider sur la délégation de ton département commercial. Tu vois, pour essayer de vraiment savoir derrière qu'est-ce qui s'est passé. Et une fois que tu as verrouillé tous ces points-là, peu importe le montant que tu vas lui dire, il vient juste de réaliser en live que la problématique qui l'a empêché d'atteindre les objectifs qu'il visait, c'était lui et le fait de ne pas mettre les actions en place et le fait de ne pas avoir l'expertise. Et tu vois, il y a encore ce layer qu'on pouvait creuser. C'est OK, mais du coup, pourquoi tu as délégué? Ah, j'ai délégué parce que je voulais faire autre chose. OK, mais tu voulais faire quoi? Et pourquoi tu as délégué à des closers et pas à quelqu'un qui pouvait vraiment t'aider sur le business? Tu vois. Il y a plein de layers sur lesquels vous pouvez creuser pour comprendre réellement sa psychologie, sa manière de faire les choses. Et une fois qu'on a toutes ces informations, c'est OK, pendant encore combien de temps, toi, est-ce que tu es prêt à rester dans cette situation? Parce qu'en fait, tu l'as pas fait dans les 3 derniers mois. Qu'est-ce qui fait que maintenant tu vas le faire? Il me dit que c'est bon, il est prêt à se responsabiliser. À partir du moment où il est prêt à se responsabiliser, la suite, c'est le pitch. Et peu importe le pricing, on a déjà découvert sa problématique. Et comme on a découvert sa problématique, on va juste la remettre sur la table. En lui disant, s'il y a une objection, par exemple, en lui disant, ben voilà, le pricing s'étend, voilà ce que je vais faire pour toi. On va structurer ton département, on va faire en sorte de faire remonter les KPI. Comment on va faire en sorte de faire remonter les KPI? C'est déjà que moi, j'ai l'analyse ici. La deuxième étape, c'est de regarder les calls des setters, regarder les calls de closer, regarder les process que tu as en place, les tableaux de tracking, etc., qui vont nous permettre d'avoir plus de clarté sur le pourquoi
bah, finalement, tu te rends compte que 3 mois plus tard, que tes chiffres ne sont pas bons. Parce que tu as des trackers, mais pourtant, tu n'arrives pas à te rendre compte que tes chiffres, ils sont pas bons. Est-ce que c'est un problème d'outil? Est-ce que c'est un problème d'interprétation? Donc, on va décortiquer tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'en parle pas dans la discovery parce que je vais l'utiliser dans le pitch. Tu vois. Et du coup, tu t'en rends compte 3 mois plus tard que tes datas ne sont pas bonnes. Tu t'en rends compte 3 mois plus tard que au niveau du booking, c'est pas bon. Aujourd'hui, ton marketing et ton acquisition attirent des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, ce qu'on va faire, c'est de reprendre la liste de toutes les personnes qui sont qualifiées, qui ont payé en une fois, et qu'on va repositionner le marketing en fonction d'eux pour éviter d'attirer les gens qui sont au RSA ou au chômage. Donc, en fait, mon offre, elle n'est pas préparée. Je récupère les datas qu'il m'a données et j'adapte mes piliers en fonction de ce que lui m'a dit. C'est qu'aujourd'hui, tu m'as partagé le fait que, par exemple, pilier numéro 1. Aujourd'hui, tu m'as partagé le fait que bah, tu t'es rendu compte 3 mois plus tard que tes datas n'étaient pas bonnes. Tu t'es rendu compte 3 mois plus tard que tu étais dans le rouge et ça t'a fait un déclic. Et c'est là que tu as réalisé que tu perdais 50 000 euros sur la table. Et justement, ce que je vais faire avec toi, c'est que déjà, on va comprendre d'où est-ce que ça vient cette problématique, que tu n'aies pas la clarté immédiate sur tes datas. D'où est-ce que ça vient cette problématique où tu n'es pas en capacité de prendre des décisions éclairées, que ce soit par rapport aux outils, par rapport aux équipes ou par rapport à ton mindset au day-to-day et sur comment tu bosses. Donc ça, on va l'auditer ensemble et à partir de cet audit, on sera en mesure de pouvoir mettre les bons process en place pour que tu aies la data au day-to-day et que tu sois en mesure de pouvoir prendre les meilleures décisions dans ton business et scaler. Et évidemment, une partie des décisions, je vais les prendre avec toi parce que tu vas pouvoir me déléguer ton département commercial. Ce qui m'amène au point 2. Le point numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a telle data qui est faible, telle data qui est faible, et que il manquait cet aspect structure et management pour s'assurer que ton département commercial fonctionnait correctement sans toi. Et étant donné que tu étais dans cette situation-là, ça t'a fait perdre 50 000 euros sur la table. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer des process et des SOP qui vont nous permettre de faire en sorte que on fasse augmenter le show-up, aussi bien sur la partie équipe, donc la partie humaine, que tout le monde soit au même son de cloche et de m'assurer qu'il le soit. Ensuite, d'avoir aussi les outils qui nous permettent de relancer les prospects automatiquement pour faire en sorte que ils aient bien reçu toutes les informations nécessaires avant le call, que on les a bien relancés et que le show-up est bon. Mais plus profondément, et ça c'est le troisième point, c'est que je vais pouvoir écouter les calls des setters, les calls des closers, les DM des setters, pour comprendre finalement qu'est-ce qui fait aujourd'hui que finalement les gens no show. Parce que les gens les plus qualifiés qui ont payé en une fois, eux, ils sont venus, ils étaient engagés, ils étaient prêts. Donc, on va réanalyser tout ça pour repositionner ton marketing et faire en sorte que on arrête de targeter les gens qui sont au chômage. On comprend pourquoi les gens qui sont au chômage et au RSA viennent jusqu'à nous et on fait que de cibler les bonnes personnes. Et à partir de là, ça va régler aussi pas mal de problèmes de no-show, etc. Parce que si on cible les bonnes personnes et dans un deuxième temps, on sait exactement ce que les bonnes personnes ont besoin de voir à travers une session onboarding, on sait ce que les bonnes personnes ont besoin de voir pour passer à l'action avec nous, ça va nous permettre de pouvoir faire en sorte de scaler ton business proprement. Parce qu'on va tout simplement se dire, OK, ce qui les ont fait passer à l'action, c'est tel value asset. Tu parlais de quoi dans ce value asset-là? Et boum, on analyse la structure et on duplique. OK, ce qui leur a donné envie de cliquer sur la publicité, c'est ces publicités-là qui marchaient. Et toute cette vision analytique du business en profondeur, aussi bien du marketing, de l'acquisition et de ce qui se passe en delivery, je vais te la transmettre pour que toi, tu sois en capacité de prendre les meilleures décisions au quotidien. Et du coup, la team pourra monter en compétences, le marketing pourra être meilleur et on pourra collecter plus de cash en une fois, étant donné que je vais gérer cette partie-là. Est-ce que par rapport à ce que je t'ai partagé, tu ressens que ça peut te permettre d'atteindre les 70 000 euros par mois? Tu vois. Et là, je clôture mon pitch comme ça. Est-ce que tu ressens que par rapport à ce que je t'ai partagé, ça peut te permettre d'atteindre X target? Oui. OK, pourquoi? Ouais, parce que tu m'as dit qu'il y a ci dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans. OK, excellent. À partir de là, je pense qu'on a tout couvert. Les prochains next steps, c'est tout simplement que moi, le pricing, il est à 3K fixe plus 5%. Et l'idée, c'est que je te donne les next steps dans un call d'onboarding qu'on réserve juste après cet appel, après avoir fait toute la partie financière. On fait un appel d'onboarding
Là, on va faire les next steps pour les 7 prochains jours, les 21 prochains, les 24 jours d'après et les 30 jours qui suivent pour faire en sorte de se mettre dans les meilleures conditions pour aller chercher les objectifs. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en avance? Soit il envoie une objection, soit il dit qu'il est go. S'il envoie une objection, on la traite. S'il dit qu'il est go, c'est parti. Donc, tu fais ton. Anthony, vu que tu découvres les chiffres sur le call, potentiellement, cette partie pricing, en réalité, tu le décides sur le moment, quoi. Mhm. Ok. Soit tu le décides sur le moment, soit tu fais R1, R2. C'est en fonction de comment tu te sens le plus à l'aise. Parce que, en fait, l'idée, c'est que là, on n'est pas dans le closing où on veut absolument closer le gars à la fin. On est détaché. Parce qu'on sait que c'est pas une vente à 5K ou une vente à 10K. On vend et boum, on est parti, on a pris 10K, on a pris nos 10% de commission. Là, quand on le close, si on le close à 3K plus 5% sur un business qui tourne à 100K par mois, ben on sait que là, on vient de closer une offre à 96 000 euros par an. C'est ça qu'on vient de faire là. Du coup, on est détaché. Si on veut faire un R1, R2, on fait notre R1, R2. Parce qu'on vient littéralement juste de closer à 96 000 euros par an. Tu vois, en un close. Et si on l'emmène à 150K, c'est encore plus. Donc, à chaque fois qu'on close une personne, l'idée, c'est, OK, combien moi j'ai envie de gagner par mois avec un infopreneur minimum? OK, moi, je me dis tout le temps, le minimum, c'est 5K. Comme je vous l'ai dit quand on a démarré ensemble, le minimum, c'est 5K qu'on veut gagner avec un info. OK, du coup, comment je peux lui pitcher mon fixe plus ma commission pour que ça fasse 5? Ou si c'est un business qui a une grosse vélocité, est-ce que je peux lui pitcher un upfront et que de la commission parce que ça m'arrange? Et ça, tu le réfléchis sur l'instant. Si tu ressens que tu es prêt à le faire, et si tu ressens que le mieux pour toi, c'est de lui dire, OK, j'ai les datas, c'est très clair pour moi, j'ai compris les problématiques, tu as compris aussi ce qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs jusque maintenant. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est un second call dans lequel je vais revenir avec une proposition financière et stratégique pour que toi, tu puisses me dire clairement si c'est pertinent pour toi et qu'on puisse avancer. Est-ce que tu as ton agenda avec toi? Et boum, là, on boucle le rendez-vous et on fait le deuxième call. Et le deuxième call, on lui présente le prix dès le début. Le call, il est fait pour ça. C'est OK. Donc, j'ai réfléchi à la structure et à la stratégie qu'on pourra mettre en place. Au niveau du pricing, on est sur temps plus temps. Et voilà comment ça va se dérouler. Est-ce que c'est OK pour toi jusque-là? Je peux commencer sur la stratégie? Ouais. Donc, en termes de stratégie, on va mettre ça en place. Donc, c'est ton pitch en soi. C'est pas la stratégie. C'est juste le pitch. En termes de stratégie, voilà ce à quoi j'ai pensé. 1, 2, 3, 4. En général, je ne mets pas plus de 4 piliers. Et tu vois, vous avez 7 piliers. Je vais aller sur mon Canva. Vous avez 7 piliers que vous connaissez. Hop là. Comment on pitch? La question, c'est comment on pitch. Donc, vous avez 7 piliers que vous connaissez. Et comment vous allez les pitcher? Vous allez tout simplement le pitcher par rapport au pilier dont il a le plus besoin. Donc, si par exemple, on a le pilier 1, émettre des hypothèses, pilier 2, éprouver les hypothèses, pilier 3, et je vous dis les titres, mais vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous saurez comment le formuler. Mettre des SOP en place. Pilier 4, reprendre ou créer une équipe. 5, management reporting. 6, rendre l'équipe autonome. Et 7, ça ne le concerne pas, donc on a 6 piliers. Si on a 6 piliers, lequel des piliers le met le plus en souffrance? En l'occurrence, par rapport à l'infopreneur que Curtis a joué il y a quelques instants, ce qui le mettait le plus en souffrance, c'était les SOP. Et c'était module 1, module 2, module 3. C'est comme ça que je le réfléchis, moi. Parce que son équipe, elle était plutôt performante. Donc, c'est module 1, module 2, module 3. OK, donc je vais lui pitcher module 1, module 2, module 3. Mais sauf que je vais les adapter à sa situation. Donc, toi, aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais un manque de clarté sur la data, etc. Et en plus, puisque j'insiste sur la négative, et en plus, ça te prend 3 mois avant de réaliser le déclic que tu as perdu 50 000 euros, du coup, et tu lui pitches module 1. Est-ce que tu ressens que ça va t'aider? Forcément, parce que le module 1, il est dédié à ça. OK. Ensuite, le deuxième point, c'est que toi, tu m'as dit aujourd'hui que finalement, tu ne savais pas réellement dans quel ordre de priorité tu devais mettre les choses en place. Ça veut dire que tu as délégué ton équipe de vente. Pourtant, tu n'avais même pas de process et de systématisation pour pouvoir faire en sorte qu'ils fassent les chiffres constamment, même quand toi, tu n'es pas là. Et du coup, ça, c'est un manque de système. Et boum, je pitch le pilier 3. Ou par exemple, pilier 4, si c'est une personne qui a une problématique de management et de recrutement, c'est aujourd'hui, tes taux de closing, taux de cash collecté, ils sont faibles. Pas à cause de ton audience,
Parce que s'il y a des gens qui payent en une fois dans ton audience, c'est qu'il y a des gens qui sont pertinents. Néanmoins, c'est à cause de tes équipes. Parce que moins de 50% de cash collecté, ça veut dire qu'ils ne pitchent pas genre l'offre en une fois ou en deux fois. Mais ils font des paiements en 3-4 fois, comme on l'a vu tout à l'heure dans le call. Et étant donné qu'ils font des paiements en 3-4 fois, c'est que c'est une problématique de mindset, de culture dans ton écosystème et aussi, plus profondément, de management. Parce que si tu leur permets, tu les autorises de fonctionner comme ça dans ton écosystème, c'est toi qui as ouvert la porte au loup. Tu vois, je ne le dis pas comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc, si aujourd'hui, ils ne closent pas en une fois, si aujourd'hui ils sont dans cette situation-là, c'est justement parce que tu leur as permis de le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une culture de haute performance avec les bons process, avec les coachings hebdomadaires pour la montée en compétences, mais aussi les coachings hebdomadaires pour collecter la data et s'assurer qu'ils sont performants. Et on ne veut pas les laisser ressentir que c'est des salariés dans une planque. Mais non, là, on est des top closers à la performance. Et du coup, si tu n'es pas bon, tu sautes. Et il y a un climat de crainte et de détermination en même temps. Parce que le but, ce n'est pas d'être un dictateur, mais c'est un climat de crainte et de détermination. On a envie d'aller chercher des objectifs. On a envie de tout arracher. Il y a la compétitivité à l'intérieur de la team. Mais de l'autre côté, on sait qu'on n'est pas dans une planque. Et du coup, s'il faut, on fermera ton agenda. S'il faut, on te sortira de l'effectif pour remplacer avec quelqu'un qui a la dalle si tu n'as pas la dalle. Parce qu'aujourd'hui, faire 15-20% de closing dans une équipe, ce n'est pas acceptable. Et en fait, quand vous lui dites des choses comme ça, vous êtes en train de lui montrer vos standards. Et le fait qu'aujourd'hui, voilà ce à quoi il va pouvoir s'attendre quand vous allez travailler avec lui. Ces standards de haute performance, ce mindset que lui n'a pas aujourd'hui. Et c'est inspirant pour lui. Il se dit, ah ok, en fait, pour avoir un business qui tourne à 70K par mois, il faut que j'arrête d'être trop gentil avec mes équipes, entre guillemets. Ou il faut que j'arrête de tout accepter avec mes équipes. Il faut que j'arrête d'être dans cette position où c'est ok pour moi si on n'hit pas les KPI. C'est ok pour moi si on n'atteint pas les KPI. Il faut arrêter d'être dans cette position-là. Et c'est là qu'ils comprennent les choses et qu'ils peuvent avancer. Et du coup, voilà comment on close un infopreneur. Est-ce qu'il y a des questions? Si je danse comme ça, est-ce que vous me voyez? J'ai l'impression que vous n'êtes même pas là. Yes. Ah, vous ne me voyez pas? Personne ne m'a vu C'est dans une question, mais pas là. hors sujet. Vas-y, let's go. Idiot, ton tapis de marche, frérot. Ah ouais, je dois marcher. Je vais marcher sur mes calls d'après, merci. Yes, donc pas de questions, guys? Et J'étais moi, clair ou je vous ai perdu? ma question, non, c'était super clair. Ok. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et pour les personnes qui ont eu l'occasion de le faire, à peu près, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est quoi les objections qui sont venues la plupart du temps? Comment réagissent un peu les infopreneurs? Moi, je suis curieux de savoir un peu, avoir le retour du terrain des personnes qui sont là ou d'autres élèves que tu as eu, Anthony, ou d'autres personnes qui ont pu le faire. Quel est le retour un peu du terrain? Après, techniquement, toi, tu as eu des objections quand même. C'était pas tout beau tout rose. Ouais, c'est vrai qu'on a négocié le deal avec ULM, ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais en Mais fait, c'est pas tu du vois, je froid, considère que pas du froid. c'est autre chose, à froid comme ça, tu vois. Ouais. Bah, Fouad, moi, Amadou, vous voulez partager une perspective? Ouais, tu rigoles. Le plus frais, je laisse Mamadou commencer et je partagerai du coup comment c'est passé pour moi. Allez, go. Et toi, tu fais exprès, Fouad. Sur des infopreneurs à froid, moi, je dirais, en soi, tout dépend du mindset avec lequel tu vas partir. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on sacralise beaucoup le fait d'avoir un infopreneur en appel. Mais au final, je me dis, si tu te mets dans une posture de closer, comme si tu étais juste un top closer qui venait vendre du scaling, Ouais. tu vas le closer naturellement. Parce qu'en soi, là, on est là en mode, oui, c'est un infopreneur ou quoi que ce soit. Mais en gros, c'est comme il le dit, c'est quelqu'un qui a des pain points et c'est ce qu'il faut trouver. Donc, et ça, comment on le fait, c'est en creusant le business et en creusant la data. Et en fait, c'est aussi cette mentalité faut pas avoir peur de pricer un upfront surtout. Surtout ça, parce qu'en réalité, on se dit, OK, c'est un infopreneur. Est-ce qu'il va accepter de payer 3K? Mais en fait, c'est comme si tu vendais l'offre de quelqu'un d'autre, mais c'est juste que c'est ton offre. Si par exemple, Anthony, il avait son offre et qu'il me plaçait en tant que closer et qu'il me disait, OK, place un upfront à 5K, demande au client de te payer 5K justement, je l'aurais fait. Mais quand moi je me retrouve en appel, peut-être que en termes de mindset, je vais me retrouver dans un état d'esprit, je vais me dire, est-ce que j'ai la capacité de pricer ces 5K là? Alors que pour quelqu'un d'autre, je l'aurais fait automatiquement, je n'aurais jamais bégayé, tu vois. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en soi,
c'est mon offre, mais en gros, je me comporte juste comme un closer. C'est comme si c'était un prospect comme un autre. À partir de ce moment-là, tu prices un upfront et tu checkes la data et tout est naturel finalement. C'est le meilleur conseil que je peux donner, je pense. Ouais, j'aime bien cette idée de dire que oui, c'est ton offre, mais tu te comportes comme si c'était pas la tienne. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être tendance à. Et du coup, et toi, les infopreneurs que tu as eu, ça. Donc merci pour le conseil. Mais moi, je voulais voir aussi un peu comment ça s'est passé concrètement pour ceux que tu as eu. T'en as closé un, je crois, récemment, non? Deux, on va dire. En fait, le Ouais. deuxième, je ne sais pas si je peux l'appeler un closing, mais ouais. Ok, Deux. ok. Et tu as des questions par rapport à ça? Ouais, Non, du non, coup, en gros, c'était juste pour avoir le c'est retour des quoi objections. les objections que tu as eues, qu'est-ce qui s'est dit avec le prospect, etc. Bon, en soi, généralement, le tout premier, c'était assez particulier, dans le sens où je lui ai juste démontré que finalement, il était nul en vente. Tu vois. Après, la question, c'était un peu une question de confiance, mais au final, j'ai pallié ça parce qu'en réalité, il avait trop de douleur au niveau de la vente. Une fois que je lui ai ressorti la vente et que je lui ai montré que finalement, il laissait trop de cash sur la table et qu'en réalité, si il a accepté de monter en call avec moi parce qu'il a vu mes compétences en vente, finalement. Là, quand j'ai fait le rapport entre ces douleurs et mes compétences, directement, il a décidé de passer à l'action. Donc, généralement, vu que c'est du froid, ça va être un peu la confiance et aussi un peu les résultats que tu as obtenus. Mais comme moi, j'ai ce positionnement de top closer là, ça joue beaucoup, je dirais. Mais pour vous qui avez déjà un positionnement de top sales, c'est cool. Pour quelqu'un comme Curtis qui lui aussi a un positionnement de top closer, enfin, qui lui aussi a fait pas mal de closing, etc. aussi, ça peut être cool, je dirais. Mais sinon, en termes En gros, d'objections, de manière un peu plus concrète, genre, explique ton call. Genre, raconte ton call. C'est plus que je simple. raconte mon call. Ouais, raconte ton call. Anthony, le coup, il était à 2 heures du matin. Est-ce que je m'en rappelle même? Non, je rigole. Non. Bon, en soi, le call, comment ça s'est passé? Déjà, l'avant-call, c'était assez compliqué. Le gars, j'ai dû le relancer genre pendant 2 semaines. Il y en a un que je suis en train de suivre actuellement. Je vais avoir un call bientôt avec lui. D'ailleurs, j'espère que ça va bien se passer. Ça fait un mois que je le relance, littéralement. Donc là, ça commence à se chauffer. Donc moi, je suis beaucoup dans la relance. Et lorsqu'on est arrivé en call, il a pris le temps justement de voir mes compétences en closing, etc. Il a pris le temps de regarder mon compte. Après, on s'est retrouvé en call. On a fait exactement le même process qu'Anthony vous a expliqué. J'ai creusé sur le business, j'ai creusé sur la data, j'ai creusé sur certaines informations. On s'est rendu compte qu'il était vraiment nul en vente, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, moi, je me suis un peu amusé ce jour-là. Je pense que j'étais fatigué, etc. Je me suis un peu amusé. Je lui ai demandé, ah, OK, mais en tout cas, je vois qu'il y a des problèmes sur le closing. Toi, en réalité, si concrètement une de tes clientes te tape une objection du style je vais y réfléchir, comment tu réponds, tu vois? Il a bégayé. OK. Et quelqu'un qui te dit OK, je veux payer en plusieurs fois, comment tu réponds? Il a bégayé. Je lui ai posé que des questions comme ça. Ensuite, il m'a demandé toi comment tu aurais répondu. Je lui ai montré sur le tas. Je lui ai dit OK, si tu veux, on fait un roleplay dès à présent. Voilà, on voit ce que ça donne. Et toute objection, il m'a sorti des objections lunaires, tu vois. Mais toute objection qu'il m'a sorti, je les ai toutes traitées et il m'a dit ah oui, là c'est fort et tout. Et après, on a reparlé de sa douleur, on a reparlé du cash qu'il laissait sur la table. De là, je l'ai pitché et puis upfront. Hein. En réalité, je voulais prendre un upfront à 3K, mais en gros, il lui restait que 2K sur le compte. Limite, il m'a partagé le compte, il m'a montré carrément, il m'a dit, il me reste que 2K. Ça, je peux te les donner dès à présent, mais let's go, on y va et on avance. Et puis voilà. Ouais, parce que, en fait, Lucas, genre, j'ai regardé tes calls. Et en plus, toi, tu es dans le B2B. Les mecs, tu les factures sans sourciller. Faire exactement la même chose avec les infopreneurs. Genre, quand tu es dans une position de closer, tu le regardes, tu lui dis c'est temps, t'as aucune hésitation et tu le factures. Tu vois, c'est la même chose quand tu es avec un infopreneur. Faut juste enlever de ta tête le fait de ouais, mais c'est mon offre. En fait, ok, il y a un truc qui vient de m'arriver. Le truc, c'est que aujourd'hui, il faut décorréler votre perception de vous avec la perception des résultats que vous pouvez apporter aux gens. Parce que la problématique, quand on commence quelque chose de nouveau, on a une perception de nous qui est assez basse. C'est est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis capable? Etc. C'est la perception qu'on a de nous quand on commence quelque chose en général. Mais la problématique, c'est que les résultats viennent à partir du moment où on décide de se faire confiance. Et on se dit, je suis capable, je suis légitime, donc je pitch mon offre. Donc, j'ai l'assurance. Donc, je suis déterminé. Et ça, c'est tout simplement de la foi. C'est décider de ne pas agir en fonction de ce que tu vois, mais d'agir en fonction de ce que tu crois. C'est moi, je crois que je suis un big man et que si je rentre dans son business
En fait, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es convaincu que si ce mec-là, il te laisse les clés du business, je te dis pas que tu vas le scaler à 100 000 euros par mois, 150 000 euros par mois en l'espace de 3 mois, mais est-ce que tu es convaincu que tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour le scaler et tu sais que aujourd'hui, ça c'est la première chose. Est-ce que tu vas faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour, s'il y a des questions sans réponse, tu vas aller trouver des solutions, s'il y a des problématiques, tu vas essayer de débloquer la chose et que tu vas être engagé et impliqué pleinement à l'intérieur. Première chose, est-ce qu'on est convaincu de ça? Deuxième chose, c'est est-ce que je suis convaincu que je connais des choses aujourd'hui et que j'ai appris suffisamment de choses pour apporter de la valeur, ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur à une personne sur des choses qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît pas. Tu vois? Parce qu'à partir du moment où tu passes ne serait-ce que 10, 15, 20 heures dans un domaine, tu apprends plus de choses que 90% des gens. Tu sais plus de choses que 90% des gens après 15 heures dans un domaine. 15 heures sérieuses. Et du coup, est-ce que j'ai fait mes 15 heures? Est-ce que je suis confiant du fait que je sais plus de choses que lui sur le sujet et que je serai en capacité de pouvoir démontrer mon expertise si je dois venir à le faire? Et aujourd'hui, même sans rentrer dans les détails de head of sales, pas head of sales, vous êtes tous des top closers. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Sinon, vous ne serez pas là. Ou sinon, des top commerciaux. Et du coup, vous avez fait la transition. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans une position où vous en savez plus que lui sur la vente. Vous en savez plus que lui sur les objections. Vous en savez plus que lui sur le setting. Vous en savez plus que lui sur qu'est-ce qui permet de faire passer à l'action un prospect. Vous en savez plus que lui sur ça. C'est sûr à 100%. Et quand on rajoute au-dessus les compétences que vous avez prises en head of sales, genre, il n'y a même pas photo. Tu vois, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est le premier truc. Enfin, le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est tout simplement, est-ce que si c'était pas mon offre, mais c'était l'offre de quelqu'un d'autre, je l'aurais pitché ou pas? Est-ce que j'aurais tremblé pour la pitcher ou est-ce que je l'aurais pitché de manière calme et nonchalante comme d'habitude? Si oui, alors les trois problématiques là, elles sont que dans notre tête et c'est une histoire qu'on se raconte. Et j'ai écrit un contenu tout à l'heure sur ça. C'est que l'histoire qu'on se raconte dans notre tête là de ouais, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Ouais, mais est-ce que ceci et cela? C'est littéralement ça qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Est-ce qu'il y a un mal ou est-ce qu'il y a un désavantage? Et là, je vous pose la question à tous. Est-ce qu'il y a un désavantage à croire que tu peux scaler n'importe quel business? Est-ce qu'il y a un désavantage à ça? Il y en a un ou vous en trouvez un? Ben non. Non. Ok? Qu'est-ce qui vous empêche de croire ça? Ah, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui vous empêche de croire ça? Parce que vous avez le choix de croire en une croyance positive ou de croire en une croyance négative. Et la croyance positive, elle peut vous emmener à agir d'une manière que vous n'agirez jamais si vous avez une croyance négative. Donc, autant choisir la bonne croyance. Parce qu'aujourd'hui, la capacité qu'on a en tant qu'être humain, c'est de choisir. Tu vois, on a des pensées, vous avez tous déjà entendu ça. Il y a un ange de gauche, un ange de droite. C'est une métaphore. Mais c'est plus, on a des pensées négatives et des pensées positives. Qu'est-ce qui nous empêche de choisir à chaque fois les pensées positives? Et arrêter de se poser la question de et si ça fonctionne pas? Change ton langage intérieur en te disant mais et si ça fonctionne? Et si ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te poses pas cette question? C'est ça la question que tu as envie de te poser. Parce que si tu te poses cette question, littéralement, tu vas agir comme si ça fonctionnait. Et tu vas obtenir les résultats. Et c'est vraiment ça, là, ce shift de mindset de purée, j'ai deux choix. Soit je peux avoir la croyance négative, soit je peux avoir la positive. Et à chaque fois, je choisis la positive. À chaque fois, je choisis celle qui, je sais pas comment on dit en français, mais empower. Comment on dit empower en français, guys? Je sais que vous Renforce. parlez anglais. Hein? Renforce. Voilà, qui te renforce. Soit tu choisis la pensée qui te renforce, soit tu choisis la pensée qui t'écrase. Mais c'est un choix, tu vois. Et moi, je préfère choisir une pensée qui va me renforcer plutôt qu'une pensée qui va m'écraser. Pourquoi je ferais ça? Il n'y a aucun avantage à faire ça. Et du coup, c'est juste ça, le shift. Et quand on fait ce shift-là, guys, vous allez pitcher, genre, comme si vous étiez sur une offre classique. En plus, vous allez pitcher des centaines de calls. Donc, vous allez pitcher comme si vous étiez sur une offre classique et ça va être ultra simple pour vous. C'est juste ça, le shift. Right? Encore une question? En gros, il faut juste déconnecter son cerveau, quoi. Au bout d'un moment, c'est tout. Yes, exactly. Yes, Fouad. Sans vouloir faire l'avocat du diable, je pense, ce qui complique les choses pour pouvoir oser, que ce soit aller chercher un upfront justifié, un pourcentage justifié, etc.,
c'est la rareté. Dans le sens où le HOS va se dire, aujourd'hui, j'ai une opportunité. Si je close pas ou si, parce que j'ai été trop gourmand, je refroidis le prospect, je vais louper l'opportunité, eh bien, je vais pas en trouver derrière. Ou dans Hmm. combien de temps est-ce que je vais en trouver? Et je pense que c'est vraiment ça, cette rareté-là, qui fait qu'on n'ose pas être à 100% de nos capacités comme en closing. Parce que quand tu es à ton poste de closer en soi, techniquement, tu as quand même un certain volume de call. Ouais. Pour un call par semaine, ou si tu le closes pas, tu sais pas ce que tu manges fin du mois. Hmm. C'est vraiment ça l'ennemi numéro un qui fait que tu peux avoir ce, je vais même pas dire ce sentiment un peu d'imposteur en soi, mais c'est vraiment ce manque de confiance, ce truc de je préfère prendre même si c'est moi que de ne pas prendre. Hmm. Ok. Et ouais, l'envie de trop bien faire. C'est une très bonne question, mon ami. C'est vraiment une bonne question. C'est pas l'avocat du diable, au contraire, c'est une bonne question. Et du coup, je vais vous y répondre. En fait, dans un premier temps, que cette personne close ou que cette personne ne close pas, est-ce que, genre, le fait d'être dans cette position où ben, on est un peu anxieux et on ne pitch pas correctement et on ne reste pas dans notre zone de génie qui est de faire les choses correctement comme on a l'habitude de le faire, ça nous sert ou ça nous dessert? C'est évident, ça nous dessert. À partir de là, la chose que tu mets en place pour éviter de perdre ton opportunité, c'est exactement la chose qui te fait perdre ton opportunité. Tu vois? C'est un peu comme quand, par exemple, tu veux avoir un examen et tu es en mode oh purée, il faut pas que je stresse. Mais non, si tu te dis il faut pas que je stresse, tu vas stresser. Et du coup, c'est justement le fait que tu as de la rareté que tu dois être encore plus détaché parce que sinon, tu vas le faire ressentir. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'opportunité elle te passe devant. Tu vois? Parce que l'énergie de Niji, elle se ressent. Quand quelqu'un en face de toi dépend de ta décision pour pouvoir manger à la fin du mois, tu le ressens dans le call. Quand le closer, tu ressens qu'il est dans cette position où, purée, il faut absolument que je le close, ça va payer mes factures, tu le ressens. Et c'est là où tu veux absolument comprendre cette chose. C'est que les choses que tu appréhendes, c'est exactement les choses qui vont t'arriver. Maintenant, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est OK quand tu es closer, tu as un volume de call. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un volume de call quand tu es head of sales? 4 questions à se poser. Première question, comment faire pour avoir un volume de call pour être head of sales? Deuxième question, maintenant que je sais comment faire, à partir de quand est-ce que je suis en capacité de mettre les choses en place? Troisième question, pendant combien de temps est-ce que je dois faire le nécessaire avant d'avoir suffisamment de flux pour être dans les meilleures conditions? Si tu réponds à ces 3 questions, tu n'es plus en scarcity. Parce qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur. On n'est plus des closers. À partir du moment où on fait la transition pour devenir des head of sales, on n'est plus des closers. Ça veut dire qu'on doit avoir un volume qui arrive à nous, on doit aller chercher un volume constamment, et il y a la loi des averages. C'est que après avoir contacté autant de personnes, je sais que je vais avoir au moins X rendez-vous. Donc, c'est à quelle rapidité tu peux arriver à ce nombre de personnes. Ou après avoir fait autant de contenu, je sais que je vais avoir X personnes qui vont liker. Ou après avoir fait, tu vois, vraiment de se demander qu'est-ce que je dois faire, comment je peux faire pour avoir un volume constant et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit impossible pour moi de ne pas avoir ce volume-là. C'est quoi les inputs qu'il faut? Et là, on arrête de se concentrer sur les résultats, mais on se concentre sur les inputs. Et les inputs, c'est le contenu, c'est la prospection, c'est les ads. C'est quels sont les inputs qu'il me faut réellement pour pouvoir faire en sorte de pouvoir aller de l'avant. Et à partir du moment où je sais quels sont les inputs, je les mets en place et c'est parti. Tu vois. Donc on va se poser la question, ok, je dois faire combien de contenu? J'en ai fait combien cette semaine? Je dois envoyer combien de messages? J'en ai envoyé combien cette semaine? J'ai un process. Est-ce que je le respecte? Parce que je vous vois rigoler. Hein. Parce que ouais, mais Anthony, ça boucle pas. Est-ce que tu as respecté le process, mon ami? Ouais, j'ai respecté le process. On se connecte sur Instagram et on voit que le process, le process il est respecté à 30%. Guys, c'est une question d'input. Et en fait, le fait d'être dans cette position de se dire, purée,
il faut absolument que je puisse obtenir le résultat. Ça nous empêche de mettre les inputs avec suffisamment d'intention. Et c'est ça qui fait qu'on reste dans la même position. Mais quand on enlève ça de notre tête et on se concentre uniquement sur les inputs, OK, qu'est-ce que je dois faire concrètement, factuellement là? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et boum, on met les inputs en place, on commence à créer un momentum. Parce que aujourd'hui, toutes les ressources qui existent, on peut les avoir en abondance. Et là, en l'occurrence, la ressource que tu cherches, c'est des leads. Tu peux en avoir en abondance. Mais pour pouvoir réaliser déjà qu'il y en a en abondance des infopreneurs, mais il faut déjà te reframe sur le fait que c'est pas rare d'avoir des infopreneurs au téléphone. C'est juste rare d'avoir des infopreneurs au téléphone si notre méthodologie pour les avoir au téléphone n'est pas bonne. Du coup, est-ce que mon contenu est suffisamment bon? Est-ce que ma prospection est suffisamment bonne? Et est-ce que j'active mon réseau comme il faut? Je vous avais donné la stratégie du cercle chaud. Première chose, faire une liste de tous les infopreneurs que vous connaissez. Deuxième chose, faire une liste de tous les setters-closers que vous connaissez. Troisième chose, faire une liste de toutes les personnes que vous connaissez qui ont des écosystèmes dans lesquels il y a des infopreneurs. Par exemple, des agences de scaling, tout ça là. Une fois que vous avez toute cette liste, faire la stratégie runner. Hey, en ce moment, je suis en train de mettre en place des process, des setters, closers, donc des sales teams qui ont vraiment bien performé ces derniers temps. Je me demande si tu ne connais pas quelqu'un qui, juste avec cette question, tu as doublé ton réseau. Parce que tu demandes à 10 personnes, tu ne connais pas quelqu'un qui, sur les 10, il y en a peut-être 5 qui vont t'en donner 2. Tu as doublé ton réseau. Et là, c'est juste une question d'input. Littéralement. Ensuite, au niveau du contenu, same thing. Curtis, dernièrement, il me dit, ouais, au niveau du contenu, là, je poste et tout, etc., c'est récurrent. Mais boum, ça n'arrive pas. Le lendemain, on lui DM HOS. Ok, le prospect, il n'était pas le plus qualifié du monde. Mais il n'y a aucun monde dans lequel tu mets les inputs et ça n'arrive pas. Voilà. Et ensuite, une fois que tu es face à l'opportunité, de garder le même sang-froid que tu as toujours eu pour faire en sorte de la mettre au fond des filets. Parce que si tu le rentres dans cette phase et dans ce mindset-là, tu restes au même point. Trust de process, exactement. Right? Est-ce qu'il y a une autre question, guys? Donc, on voulait voir audit business. On voulait voir comment closer un infopreneur. On voulait voir comment implémenter chez les infopreneurs. OK, qui a des problèmes d'implémentation là en ce moment? C'est-à-dire des problèmes d'implémentation. En gros, il y avait la question sur implémentation chez vos infopreneurs, SOP management, recrutement. Il y a Fouad, Luca, Elise. Non, il y a Fouad, Curtis, Mohamedou et Lucas. Bon, il n'est pas là. Qui avaient demandé à parler de ça aujourd'hui. Moi, j'ai pas de question particulière là tout de suite. Ok, nice. Je ne suis pas d'infopreneur, donc. Ok. Du coup, Lucas, il n'est pas là. En termes d'implémentation, Mohamedou, de ton côté, c'est quoi les Non, problèmes? je suis à chaud de. Si personne se dévoue, entre guillemets, si on a un peu de temps, tu vas devoir un peu concrètement qu'est-ce qui se passe peut-être la première semaine quand tu signes un infopreneur, qu'est-ce que tu dois mettre en place, comment est-ce que tu le fais, tu vois. Ok, excellent. Good. J'ai un autre call à 30. C'est là. Yes. Ok, bah vas-y, bon courage. Merci la team. Ciao, ciao. Le score. C'est Lucas. Yes. Du coup, Mohamedou, comment ça se passe au niveau de l'implémentation chez l'info? Bah là, actuellement, c'est process de setting à fond. Donc, l'objectif, c'est ce soir de récupérer les accès pour envoyer pas mal de settings, récupérer du call, moi, prendre les appels, piffer dessus d'abord, lui montrer qu'il y a du cash à récupérer. Moi, c'est ça ma priorité actuelle, concrètement. Ok. Et dès que c'est bon, ça me permet de sharpeniser le setting, de sharpeniser le closing, recruter un setter, recruter un closer. Et puis, let's go, récupérer toute la data que j'aurais obtenue sur les objections, etc. pour pouvoir affiner le marketing. Ok. Du coup, bah, c'est intéressant parce que c'est exactement le début de la phase d'onboarding pour répondre à la question de Curtis. Et là, toi, tu es dedans. La première chose que tu veux faire déjà dans un premier temps, c'est l'audit.
Lorsque tu fais ton audit, tu veux émettre des hypothèses. Donc, je vous partage le doc. Normalement, vous l'avez tous. Voilà. Circle. Circle. Travail utilisateur. Circle. Boum, 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 boum. Éprouver des hypothèses. Matrix à hypothèse. Voilà, juste ici. Alright, vous voyez mon écran? Non, pas encore. Yes, c'est good. Bise. Dis bisous. Bise. Ok, je vais reprendre un audit lambda. Boum, 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 boum. Alors, historique, audit Curtis, c'est parti. Donc, là, ici, on a les datas. Donc, on a fait notre audit. Ça, c'est l'audit quantitatif. Quantitatif, c'est les données chiffrées. Données chiffrées, taux de booking, taux de show-up, taux de closing, taux de cash collecté, profit marge, utilisation des slots. Ça, c'est très bien. Maintenant qu'on a le quantitatif, on veut le qualitatif. Donc, la deuxième chose qu'on va faire dans notre audit, c'est qu'on va aller prendre ce document-là et on va regarder donc, le quantitatif. Par exemple, on va prendre une KPI, le taux de booking ou le taux de show-up. Admettons, on prend le taux de show-up qui est à 43%. Quantitatif, qu'est-ce que le chiffre d'affaires qu'est-ce que les chiffres nous disent? OK. Donc là, je vais prendre ça. Alors, quantitatif, on part du KPI faible. Taux de show-up. De show-up. OK. Donc, le KPI faible, c'est le taux de show-up qui est à 43%. 43,5 si je ne me trompe pas. 43,5. Oui. Taux de show-up qui est à 43,5. Une fois qu'on sait que le taux de show-up il est à 43,5, c'est le premier KPI faible qu'on veut traquer. Et là, donc ça, c'est le qualitatif. En gros, le qualitatif, enfin le quantitatif, du coup, on pourrait le mettre ici. OK. Ça, c'est ce que les chiffres nous disent. Maintenant, on veut savoir le qualitatif. Du coup, c'est qu'est-ce qui fait, justement, sur le terrain, que notre taux de show-up, il est à 43,5. Et là, c'est là où on va reverse engineering le tunnel. Yes, Mohamedou. J'ai une question, c'est-à-dire si l'infopreneur, à la base, il n'a pas vraiment traqué de la data, est-ce que toi, tu mets en place quelque chose pour aller récupérer quelque chose ou, je sais pas. Non, s'il n'a pas mis en place de data, toi, tu vas mettre en place de la data en 7 jours. En gros, tu pushes les limites au setting, tu pushes les limites au closing et tu mets de la data aux 7 jours. Ok. Voilà. C'est-à-dire, en gros, tu envoies le plus de calls possible, tu envoies le plus de closes possible. Comme ça, tu mets de la data sur le taux de booking, le taux de show-up, le taux de closing, le taux de cash collecté. Et ensuite, tu te bases sur cette data-là pour les prochains jours. Ok, d'accord. Donc, ensuite, on va se poser la question, mais qu'est-ce que le terrain nous dit réellement? Donc, qu'est-ce que les chiffres nous disent? 43,5% de show-up. Mais qu'est-ce que le terrain nous dit réellement? Et c'est là qu'on va remonter la data du business. Donc, on va se dire, OK, donc déjà, au niveau du taux de show-up, on est à 43,5%. Donc, on va se poser une première question. C'est quoi le chemin des leads? C'est quoi le tunnel de vente utilisé? OK, on répond à cette question-là. Donc, au niveau du tunnel de vente utilisé, admettons, là, pour ce business, dites-moi un exemple de tunnel de vente. C'était quoi comme tunnel? Insta. Profile funnel? Ouais. OK. Donc, profile funnel. Une fois qu'on sait que c'est du profile funnel, on se demande, OK, les prospects, ils passent par quelle étape? OK. Profile funnel. Funnel. OK. Une fois qu'on sait c'est quel tunnel, on se demande, mais les prospects, ils passent par quelle étape? Parce que si je veux remonter le funnel, il faut que je vois les étapes par lesquelles passe le prospect. Et du coup, on va commencer par le cash. On va remonter du closing, du cash collecté, et on va se dire, non, excusez-moi, parce que là, on parle du show-up. On va commencer du show-up et on va remonter jusqu'au début. Donc, OK, le show-up, c'est là où les rendez-vous, ils ont été pris et que les gens ne sont pas venus. OK, très bien. Mais par où les prospects passent-ils? Donc, étape 1, la première étape, c'est follower. La deuxième étape, attends,
je vais te lister les étapes. Étape 1, follower. Étape 2, CTA. Étape 3, DM. Étape 4, book a call. OK? Et ensuite, bah, je vais regarder toutes ces étapes-là. Je vais regarder déjà dans un premier temps. Est-ce que sur l'étape 1, on target des personnes qualifiées? Qualification des nouveaux followers. Tu vois, je vais me poser la question, ok, est-ce que les gens à qui on a déjà booké des rendez-vous, déjà de base, est-ce qu'ils étaient qualifiés? Ok. Donc, on se posait la question, on y répond. Deuxième étape, est-ce que ces personnes-là, elles avaient répondu au CTA ou est-ce que c'était du DM à froid? Tu vois, est-ce qu'elles ont répondu à un CTA ou est-ce que c'était du DM à froid? À partir de là, on répond à la question. Ensuite, au niveau des DM, qu'est-ce qui s'est dit concrètement dans la conversation DM? Parce que potentiellement, la personne a la no-show, mais le rendez-vous, il a été mal booké. Il y a eu un échange. L'échange, il était mid, pas très intéressant. Ou sinon, il y a eu des croyances limitantes qui ont été exposées et le setter DM n'a pas rebondi dessus. Il lui a proposé le call. Le prospect dit OK, vas-y, c'est bon. Si tu veux, je prends le call. Mais il n'est pas engagé. Il est là en mode ouais, bon, comme tu me forces la main, si tu veux, je prends le call. OK. Ensuite, bah, il a booké son call et il n'est pas venu. Donc, la problématique, elle peut soit venir d'ici, le prospect qu'on a targeté dans un premier temps au faciès n'était pas qualifié. Parce que quand on est sur Instagram, on veut qualifier les gens au faciès. C'est que si, par exemple, moi, aujourd'hui, je vends une offre pour aider les closers à devenir head of sales, ben, je vais regarder au faciès, OK, est-ce que lui, il est closer déjà? OK, j'apprends aux solopreneurs à exploser leurs ventes, positionnement, off closing. Visiblement, il a l'air closer. Je fais un regard, roleplay, prospection, lead entrant, etc. OK, intéressant. Au niveau du faciès, il a l'air closer. Closer à plus de 300 cas par mois sur 2025. Excellent. Il est dans ma niche. Je vais le contacter. Mais potentiellement que... d'ailleurs, les nouveaux followers, ils sont intéressants. Potentiellement que... Voilà, closer. C'est qualifié. Hein. C'est quali. Les autres, ça fonctionne. Ouais, je vais essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas closer. Là, c'est trop quali, là. Attendez. Voilà, ça, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et potentiellement, on va dire qu'il n'est pas closer, par exemple. Je lui envoie un message, on échange, etc. Je lui book un call, mais au final, il est commercial, je sais pas, en porte-à-porte. Il n'est pas closer, il n'est pas qualifié. Au final, il regarde les vidéos YouTube, il se rend compte que c'est que des closers. Il n'a pas nécessairement envie de venir. Et boum, il no show. Donc potentiellement, c'est une problématique de qualification. Donc ça, c'est la première étape du profile funnel. Deuxième étape du profile funnel, c'est au niveau du CTA / nurturing. Nurturing. C'est à quel point ce mec-là, il nous connaît. C'est est-ce qu'on lui a envoyé un message genre, directement pour le DM et pour l'envoyer en call? Est-ce qu'il connaît déjà le compte? Depuis combien de temps il est sur le compte? Etc. De l'autre côté, au niveau des DM, comment la conversation elle s'est passée? Est-ce que ça a bien été exécuté ou non? Et à la finalité, book a call. Donc là, on va émettre une hypothèse, par exemple. OK, donc problématique numéro 1 qu'on a pu observer, c'est que, in the first place, les personnes qui étaient contactées n'étaient même pas qualifiées. Du coup, si on qualifie mieux les followers dans un premier temps, normalement, on est censé passer le taux de show-up à plus parce que ce sera des profils intéressants. Boum. La problématique, est-ce qu'elle vient du management, du setting, du closing ou du marketing, d'après vous, là? Par rapport à la situation que je viens de décrire. Est-ce que c'est une problématique de management? Est-ce que c'est une problématique de setting, une problématique de closing ou de marketing? Au niveau setting, déjà. Okay. Excellent. Donc là, je sais que c'est une problématique setting. Donc, bottleneck, potentiellement que c'est une problématique de setting. Ça, c'est ma première hypothèse. Mais maintenant, si je me rends compte que, après avoir vérifié toutes ces étapes, au niveau des followers, c'était qualifié. Au niveau du CTA, il était nurturé. Au niveau des DM, la conversation, elle s'est bien faite. Au niveau du call booké, le call, il a été booké correctement. Le prospect, il est engagé. Mais au final, la personne, elle n'est toujours pas venue. Donc, je vois que cette hypothèse, c'est pas ça. Donc, je me dis, c'est une hypothèse basse. Ça ne doit pas être ça le problème. Parce qu'en soi, la qualification des prospects, je me rends compte qu'après avoir fait toutes mes analyses, ce n'est pas une problématique de qualification des prospects. Donc,
Je vais recommencer. Je vais me dire, OK, si ce n'est pas la qualification des prospects, est-ce que potentiellement c'est en fait une problématique au niveau du fait que la personne n'avait pas les rappels, par exemple. En gros, peut-être que tout simplement la personne elle a oublié le rendez-vous. Tu vois? Et boum, je vais aller regarder. Donc, le taux de show-up est à 43,5%. Ce n'est pas un problème d'engagement ni de qualification, mais peut-être que c'est un problème structurel. On va vérifier. Boum, on tombe sur un os. Il n'y a aucun mail qui part. Ah purée, mais en fait, elle est là la problématique. Probabilité haute. Ensuite, on va chercher plus loin. Bon, il n'y a aucun mail qui part, mais est-ce que les closers ou les setters, ils relancent les prospects avant les calls? Non, on voit que les setters closers, ils ne relancent pas les prospects avant les calls. OK. Donc, si on règle problématique 1, hypothèse 1, hypothèse 2, c'est les hypothèses les plus plausibles. Mais on va choisir une hypothèse. On la corrige. On regarde sur 2-3 jours comment ça se passe. Et ensuite, on corrige notre hypothèse. Au lieu de tout corriger en même temps et de se poser la question à la fin, est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que c'était pas ça? Non, on veut corriger une hypothèse d'abord. L'hypothèse est la plus plausible. Une hypothèse ensuite, si on a réussi à la solutionner. Et comment on fait pour prioriser ça? On va tout simplement dans la carte SMART. Et c'est là où on va se dire, OK, le KPI faible, on a dit que c'était le show-up. Le domaine, c'est le setting et management. Donc, en gros, on n'a dit pas le setting. Là, dans notre cas, c'est les mails ne partaient pas et les closers n'envoient pas de relance. Les mails ne partent pas, les closers n'envoient pas de relance et le setting n'envoie pas de relance. Du coup, si je modifie la problématique des relances automatiques, est-ce que normalement ça devrait améliorer les choses? Oui, donc je le note ici en hypothèse. Ensuite, la variable à tester, du coup, c'est les emails. Les emails de relance prospect avant les rendez-vous. Le KPI suivi, le taux de show-up, le but, c'est de le monter à 70%. Le responsable, c'est moi qui vais implémenter les emails. J'ai bien accès à tous les outils nécessaires. Email. J'ai bien accès à tous les outils nécessaires. OK. Dans le cas où je n'ai pas accès à tous les outils, je n'ai pas accès aux outils, du coup, il faut que je demande à l'infopreneur de me donner accès aux outils. Voilà. OK. Au niveau du temps, donc, je commence today et je pense que ça va me prendre 3 jours. Enfin, je pense que je vais pouvoir les setup aujourd'hui et que je vais avoir des résultats sous 3 jours. OK. Et ensuite, je traque le KPI avant. Donc, on a dit avant, il était à 43%, 43,5%. Ensuite, au niveau du jour 1, on est, admettons, on remonte à 52%. Au jour 3, on remonte à, par exemple, 60%. Ah, OK. Donc, les emails, il y a une évolution qui est haute. Donc, les emails, c'était un vrai sujet. Donc, on considère que l'hypothèse est validée. Donc, on va s'assurer de mettre de l'intention cette fois-ci dans les emails et de bien les peaufiner pour bien les nurturer, leur faire passer des messages et tout. Ensuite, si on voit qu'on reste à 60% et qu'on n'arrive pas à aller plus haut, on va aller chercher notre deuxième hypothèse. Donc, on fait une copie du doc et on se dit, OK, bon, deuxième hypothèse qu'on va aller tester, c'est par exemple la relance en plus par les closers ou, je ne sais pas, un système plus intéressant au niveau de la relance pour que les gens y show up. Donc, ce n'était pas une problématique de marketing, ce n'était pas une problématique d'effectifs humains, mais la problématique, c'était les emails. Parce que dès qu'on a changé ça, ça a fait améliorer les chiffres. Et voilà comment on traque une hypothèse et comment on s'assure de pouvoir obtenir des résultats avec ça. Et du coup, on fait ça pour chacune des datas. Mais on commence toujours par la data la plus faible, que si on la règle, elle apporte le plus de résultats, le plus d'impact, avec le moins d'efforts possible. Et une fois qu'on a fait ça comme ça nous permet tout simplement de naviguer à travers les étapes du business en confiance. Parce qu'on sait exactement c'est quoi le prochain move qu'on va mettre en place. OK, là, j'ai réglé le taux de show-up. Et on peut se dire, OK, j'ai une semaine pour régler le taux de show-up. Donc, qu'est-ce que je devrais faire maintenant pour me mettre dans les meilleures conditions possibles pour que dans une semaine, le taux de show-up il sera réglé? Et là, je fais mon hypothèse. Et quand j'ai mon hypothèse, j'ai réglé le taux de show-up, j'ai une autre semaine pour régler le taux de closing. Parce que parfois, quand on veut tout faire, on a l'impression que le mieux, c'est de tout faire en même temps. Mais le problème, c'est qu'au bout d'1 mois, on a des problèmes et des trous dans tous les côtés et on ne sait même pas d'où ça vient parce qu'on a mis trop de choses en même temps. Ça vient d'où? Le fait que ça ne fonctionne plus, peut-être qu'on a même baissé les chiffres qu'on avait avant, etc. Alors que si on est rigoureux sur nos hypothèses et on est en mode, OK, moi, ne me fais pas de bruit dans les oreilles, monsieur l'infopreneur,
cette semaine, j'ai déterminé que le KPI le plus important qui allait tout changer, c'est le show-up. Donc, je vais travailler dessus. Je travaille dessus sur la semaine, c'est mon focus. Bien évidemment, je gère la team et tout, etc. Mais dans votre meeting, vous le prévenez et vous lui expliquez ce que vous allez mettre en place. Voilà ce que j'ai observé comme KPI faible. Voilà ce que je pense en termes d'hypothèse. Voilà ce que je vais mettre en place. Et comme ça, d'ici 3 à 5 jours, on va avoir de la clarté dessus. Si c'est pas ça, voilà l'étape numéro 2. Et comme ça, lui aussi, il a de la clarté sur ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Il va pas te solliciter ou te micromanager parce que c'est clair pour lui les actions que tu vas mettre en place pour atteindre les objectifs. Et il comprend aussi le pourquoi c'est important que tu fasses ça et pas autre chose. Et du coup, il va pas te solliciter pour faire des choses qui sortent du cadre de la priorité absolue. Donc ça, c'est ce que tu vas faire les premiers jours. Le premier jour, quand tu rentres dans l'écosystème, tu vas réécouter les calls. Tu vas regarder le tunnel de A à Z et tu vas faire toutes tes hypothèses de chacune des datas. Donc là, on a fait l'hypothèse sur le show-up. On va faire l'hypothèse de chacune des datas. Une fois qu'on a l'hypothèse de chacune des datas, on est en mesure de pouvoir prioriser celle qui rapporte le plus de cash en moins d'efforts. Et ensuite, on vient régler la deuxième problématique, la troisième, etc. Et là, tu as ta roadmap pour 30, 60 et 90 jours. Quand tu fais l'hypothèse pour chacune des datas, pour gagner du temps et aller vite, est-ce que tu fais l'hypothèse concrètement sur les datas qui sont rouges dans un premier temps et ensuite, enfin, celles que tu considères qui t'apporteront plus de levier, ou est-ce que tu prends vraiment le temps de faire l'hypothèse sur toutes les datas, même celles qui sont au vert, et par la suite, là, tu choisis celle qui t'apportera le plus de levier? À ton avis? Je te pose la question. À ton avis? Moi, pour gagner du temps. Yes, salut tout le monde. Salut. Moi, du coup, tu te penches exclusivement sur les datas qui vont pas. Parce que celles qui sont ouvertes, c'est pas un problème. Donc, passe pas de temps sur quelque chose qui est pas un problème. Ça apporte pas de chiffres. Yes. Ok, c'est bien ce que je pensais. Yes. Mais c'est une bonne question. Il y a pas de mauvaise question. Je me suis posé il y a littéralement un mois. Et tu vois, regarde, super exemple. Désolé, je te coupe, Anto. Tu vois, j'ai eu un souci. Parce que dans l'écosystème dans lequel je suis arrivé, de base, il y avait 90% de présence. Donc, je me suis dit, tiens, je vais optimiser la précale, on va faire même encore mieux, tu vois, pour faire 95. Alors qu'il n'y avait pas de problème. J'ai mis un autre truc en place, j'ai flingué le taux de présence, on est retombé à 60-70%. Je me suis dit, bon, je vais remettre l'ancien message de précale. Et là, aujourd'hui, avec plus de setters, plus de closers qui sont mis en place, le taux de présence, c'est un challenge. Donc maintenant, je m'attaque à ça. Mais je me suis attaqué au mauvais moment à cette problématique-là, donc j'ai perdu du temps et j'ai impacté le chiffre d'affaires de la boîte. Et ça, c'était. Vas-y. C'était au moment où tu es arrivé dans la boîte. Ouais, je n'étais pas accompagné par Anto. Ça n'a pas créé de friction, ça? Il m'aurait détruit. De quoi? Ça n'a pas créé de friction? Si, mais après, mon infopreneuse, elle était open. Elle s'est dit, OK, vas-y, on teste, pourquoi pas. Mais en fait, le message de précal, c'était un truc en 2 lignes. Et comme moi, c'est pas ce que j'avais l'habitude de faire, j'ai projeté ma perspective en me disant, ma perspective est la bonne. Alors qu'il y avait déjà un système qui fonctionnait. Donc, au lieu juste de m'ouvrir à me dire, mais en fait, il y a une autre façon de faire qui fonctionne déjà, j'ai juste voulu mettre ma vision dedans. Ce qui était une grosse erreur, en fait. Ok. That makes sense. Ouais. Ouais, mais c'est une très bonne question, excellente question en soi. Nice. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question? Ah, Alex, du coup, aujourd'hui, le taux de présence, c'est un challenge. Quelles sont tes hypothèses? Ah oui, mon ami. Et oui, et du coup, j'ai challengé ça, parce que je voyais qu'on était descendu à 60%. Horrible. J'ai regardé déjà depuis quand. Depuis quand? Ça fait à peu près, du coup, depuis la fin du mois d'avril. J'ai regardé, et le seul process qu'il y a aujourd'hui en précal, c'est envoyer un message le matin même du rendez-vous. Sauf que sur Calendly, les leads peuvent prendre rendez-vous J+3, jusqu'à J+3. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, les personnes qui ont pris rendez-vous à J+3, ils ne sont pas recontactés avant les 72 prochaines heures. Donc là, ce que j'ai mis en place et mis en hypothèse, c'est que le temps de prise en charge entre le moment où ils prennent rendez-vous et le moment où le rendez-vous se passe est beaucoup trop long. Donc, je dis directement, on va envoyer un message. Le plus rapidement possible, dès que le lead, il boucle le rendez-vous. Et derrière, un second message, comme on a l'habitude de faire le matin même. On l'a fait, et là, on a remonté de 15% en 7 jours. Ok. Par contre, justement, je voulais avoir ton avis dessus, mais vas-y, je te laisse poser ta question. Ma question, c'est avant
est-ce que la notice de prise de rendez-vous, elle était déjà de 3 jours? Et est-ce que c'était le même process avant? Même chose, tout pareil. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on était à 90 et qu'on est descendu à 60? Parce que si tu arrives à répondre à cette question, tu peux avoir un levier plus impactant que 15%. Tu peux récupérer les 30% que tu avais perdu. Ouais. Ouais, moi j'ai juste constaté une baisse et je me suis dit, je mets un truc en place en plus au lieu de me demander pourquoi ça a baissé. Exactement. Ouais. Et ça, c'est ça la différence entre raisonner comme un exécutant. Quand on va exécuter, on va mettre des choses en place. Quand on voit un KPI fait, bon, on met un truc en place direct. Et la problématique avec ça, c'est que on ne va pas apprendre de nos erreurs et on risque d'être exposé à une même erreur, soit dans cet écosystème sur une autre KPI ou dans un autre écosystème. Et ce que tu veux faire, c'est de te poser la question, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Et là, maintenant, les questions qui me viennent naturellement, c'est est-ce que l'acquisition des leads a changé? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, moi, je sais que vous avez un tunnel où vous faites beaucoup de setting. Ouais. Est-ce que vous faites autant de setting qu'avant? Est-ce qu'il y a autant de rendez-vous inbound qu'avant ou est-ce qu'il y a moins de rendez-vous inbound? Donc là, c'est des questions de source de rendez-vous. Je ne parle même pas d'acquisition. C'est plus, pour être plus précis, c'est la source des rendez-vous. La source des rendez-vous, est-ce qu'elle a changé? Ou est-ce que c'est toujours la même source des rendez-vous? Première question. Deuxième question, une fois que je sais que, admettons, la source de rendez-vous a changé ou n'a pas changé, je descends d'un cran. Ok, si la source de rendez-vous n'a pas changé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le process? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la manière d'exécuter le process initialement? Ok, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu travailles avec les mêmes personnes. Peut-être qu'il y a des habitudes, des mauvaises habitudes qui se sont installées qui font que certaines parties du script sont shortcut, qui font que certaines parties sont pas faites comme avant. Tout ça, c'est les questions que tu veux te poser. Voilà. Et tu dives dedans et tu vérifies toutes ces hypothèses. Et lorsque tu as vérifié toutes ces hypothèses, parce qu'il y a toujours le big free. Le big free, le premier truc, c'est soit les choses ne sont pas faites. Deuxième chose, soit les choses sont faites, mais elles ne sont pas faites correctement. Troisième chose, soit les choses, elles sont faites, mais pas tout le temps. Et c'est vrai pour le message automatique. Donc, il faut toujours monitorer, s'assurer que le message, il parle tout le temps, ou qu'il part correctement et que c'est le bon message. Au moins une fois par semaine, tu vois, on vérifie les automatisations, etc. Dans un deuxième temps, il y a s'assurer de ça pour les setters. Est-ce qu'ils prennent les appels de la même manière? Est-ce qu'ils prennent les appels? Est-ce qu'ils envoient les relances? Parce que peut-être qu'avant, ils le faisaient. Dans un troisième temps, c'est la même chose exactement pour les closers. C'est si par exemple les closers avant le call, ils envoyaient un loom de présentation ou ils envoyaient un message avec le lien « Hello, tu peux te connecter ici à telle heure », est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font tout le temps ou est-ce qu'ils le font correctement? Et tu te poses tout le temps le big free à chaque fois sur chacune des choses et c'est là où tu vas avoir l'habilité de descendre dans le niveau de questionnement sur les problématiques que tu as. Et ensuite, tu challenges les problématiques entre elles en disant ça peut pas être ça parce que avant, on avait le même taux. En gros, ça peut pas être juste la rapidité parce qu'avant, on avait le même taux et on n'était pas plus rapide. Donc, ça peut pas être ça. Et boum, tu challenges. Et tu challenges un autre truc. Et tu challenges un autre truc jusqu'à déterminer réellement quelle est la source de la problématique la plus plausible. Et c'est là où, en fait, tu vas mettre des choses en place sans casser la machine et en étant sécuritaire du fait que je mette quelque chose en place, ça a le plus de chances de fonctionner par rapport au raisonnement que j'ai pu adopter sur la solution de ce problème. Et voilà comment je vais installer les choses. J'installe et je récupère mes 30%. Ça fait sens? Ouais, complètement. On va carrément prendre un coaching là-dessus. Nice, let's go. Du coup, tu avais une question à me poser ou tu voulais mon avis par rapport à une chose? Ouais, c'est que moi, typiquement, quand j'ai mis ce process-là en place, je dois me dire que j'ai envoyé un message en plus. Je me suis dit, écoute, je vais prendre 14 jours parce qu'il me faut aussi un certain temps pour m'assurer de voir que c'est quelque chose qui se vérifie. J'ai essayé une semaine, j'ai vu que ça fonctionne. Moi, mon réflexe derrière, c'est de me dire, mais je ne vais pas le mettre dans toute l'équipe parce que je veux vérifier que ce n'est pas juste une question de chance pour une personne, donc je veux le faire pour 2 autres personnes pour en avoir 3. Et finalement, je suis en train de me dire, mais est-ce que je ne suis pas juste en train de me couper les cheveux en 4 à me dire, je fais une personne, puis j'en rajoute 2, puis j'attends 2 semaines.
Est-ce qu'en fait, je devrais pas juste être plus rapide en rapidité d'implémentation, tu vois, à me dire, en fait, je teste sur 3 jours, j'ai des bonnes stats, super, j'implémente pour tout le monde. Hmm. Tu vois, le côté sécurité, Ouais. c'est ça, c'est le côté sécurité, et je me demande si du coup, je manque pas de rapidité pour implémenter. Ok. Les stats, tu as eu les résultats au bout de combien de temps? J'ai constaté une augmentation au bout de 3 jours. Ok. Bon, en soi, tu vois, il y a toujours cette question qui peut planer de est-ce que je dois vraiment prendre le risque d'étendre le process au reste de la team? Cette question, elle peut tout le temps planer, mais la réalité, c'est la suivante. Si par exemple, tu mets un process de gestion d'objection et tu vois qu'en 3 jours, tu as collecté 90% de pif en plus que d'habitude, en fait, le plus rapidement possible, tu veux l'installer au reste de l'équipe. Parce que tu sais que tu vas pouvoir collecter potentiellement 90% de plus sur le reste de la team. Parce que si c'est bon pour une personne, ça peut être bon pour les autres. Donc ça, c'est le raisonnement numéro 1. Ok. Mais il y a aussi un deuxième raisonnement. Le deuxième raisonnement à avoir, c'est est-ce que c'est les mêmes facteurs, les mêmes conditions? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est que tant qu'il y a la variable humaine à l'intérieur d'un process que tu veux mettre en place, bah, tu auras toujours des dissensions. Ça veut dire que peut-être que tu as demandé, j'imagine que tu as dû faire ça, tu me diras, à la meilleure personne Oui, de c'est qui reste le process, tu vois ce évidemment. que je veux dire? Celle qui a fait le process. Mais peut-être que Oui. tu peux installer le process avec quelqu'un d'autre et cette personne ne va pas le faire correctement et tu auras l'impression que c'est le process que tu as installé qui est pas bon alors que c'est la personne qui fait pas les choses correctement. Ah ouais. Ouais, et j'ai ciblé la personne qui avait déjà le meilleur taux de présence, juste pour voir si on pouvait chercher plus, ou prendre la personne la plus basse. Mais parce qu'après, je voulais pas me positionner sur la personne qui était la plus basse. Moi, je me suis dit, bah, la personne qui a toujours eu les bons taux, et je sais qu'elle respecte les process, je vais la prendre pour valider que si la partie opérationnelle est bien faite, en effet, le process fonctionne, plutôt que pour une personne qui est pas sérieuse. Exactement. Exactement. Donc là, à partir du moment où tu as fait ça et que le raisonnement est bon et que tu as vu les résultats, Mm. là, tu peux le dupliquer au reste de la team. Et du coup, plus profondément, tu as un problème de management. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le standard, c'est pas cette personne Ah ouais. qui fait les choses correctement et qu'il y en a d'autres pour qui on sait littéralement qu'elles font pas les choses correctement et que c'est OK. Mm. Tu vois. Et c'est là où toi, soit tu dois remonter les standards de ces personnes-là, soit elles ne sont pas censées rester dans ton véhicule parce qu'elles n'ont pas les standards que toi tu attends en termes de mindset et de culture de haute performance. Ouais. Mm. Ok. Mais je pense que c'est plus une question de leur mettre un peu de pression. La pression, c'est un Ouais, privilège en réalité. La pression, c'est réellement un privilège parce que on peut tous dire, par exemple, si vous avez déjà eu des expériences commerciales avant en traditionnel ou quoi que ce soit, on peut tous dire, ouais, mais mon manager, il était relou. Ouais, c'est vrai. Néanmoins, à cause de ce mec qui était relou, tu performais. Parce qu'il te mettait suffisamment de pression pour pas que tu te laisses aller. Donc la pression, c'est un privilège. Maintenant, il faut faire le nécessaire pour avoir une pression saine, pour tout simplement faire en sorte de garder cette équipe, cette culture et cette cohésion d'équipe. Nice. Que des bonnes questions, hein, Mister Alex. Nice. Non, mais c'est cool. Là vous avez fermé à combien en avril? Avril, bah, attends, je vais dire ça. Mois d'avril, je suis dégoûté parce que autant on avait fait les 100 000 en CA, c'est parce qu'il y a le truc où le paiement en 3 fois est déjà annoncé. Maintenant, en plus, Klarna, ça marche plus. Je sais pas si vous avez vu dans votre team aussi les autres. Et là, Klarna, maintenant, il faut faire un truc où tu donnes ta pièce d'identité. Tu dois faire aussi une vidéo de ta tête. Donc, c'est un enfer. Je crois qu'on avait fini à 110 000, un truc comme ça. 110 000 du coup? Ouais, 110 000 de CA, hein. Ok, ok. Et le mois d'avant, c'était? 60? D'accord, ok. 65. Ok, ça avance. Ça avance. Ouais. Mais juste là, il faut qu'on en parle en vrai en coaching. Ouais. Parce que là, du coup, on se retrouve avec le mois de mai où c'est creux. Il y a un setter du coup qui s'est barré. Entre le monde, c'est de retrouver une personne, la remettre à niveau, etc. On se retrouve avec un gros creux du côté des closers. Et comme il y a beaucoup moins de calls d'un coup dans les agendas, Ok. il y en a qui ont un peu les dents. Enfin bref. Donc, Ok. il faudrait qu'on prenne un coaching pour parler de tout ça. 100%. Ben, on va le faire. Et guys, merci en tout cas pour toute votre présence et votre interaction pendant le call. J'espère que vous avez pris un maximum de valeur et que les questions ont été répondues. Et à partir de là, on avance. Pour ceux qui sont en recherche d'infopreneurs, mettez vraiment les efforts, les inputs pour l'avoir. Et je vous souhaite de l'avoir cette semaine. Pour ceux qui sont en train de gérer leur écosystème,
crusher tout et garder le bon mindset, le bon état d'esprit. Je dois vous laisser, guys. Ciao. Bye. Déchirez tout. Bisous. Ciao tout le monde. Bye.